Premier gros défaut de The Promised Neverland, les notions de problème et de danger. Alors tout d'abord, pour la notion de problème que nos protagonistes vont rencontrer, nous avons ce mur qui fait défaut. Ici, il représente une difficulté à surmonter qui peut également les amener à une situation de danger s'ils n'arrivent pas à l'escalader. Analysons donc comment nos protagonistes vont bien pouvoir surmonter cette épreuve. Comme on peut le voir ici, leur solution est de l'escalader alors qu'il est totalement lisse. Pourquoi pas, vous me direz. Ils s'aident pour ce faire de cordes qu'ils ont mis beaucoup d'efforts à fabriquer. Mais comment montent-ils ce mur sachant qu'ils ont l'air d'humains ayant les mêmes habilités que nous et qu'ils sont vraisemblablement dans un monde ayant les mêmes grandes lois physiques apercevables à l'œil nu que le monde qu'on connaît, telles que la gravité? Utilisons donc de la physique basique de lycée pour regarder comment interagit ce système entouré en rouge, donc l'enfant, avec l'environnement. Je préviens, je vais beaucoup vulgariser pour que tout le monde comprenne en retirant ce qui est superflu à la compréhension de ceux qui n'y connaissent rien, tel que par exemple le référentiel qu'ils ont en tête, mais qui peut embrouiller si j'en parle ou d'autres choses. Bon, je vais donc vous montrer avec des flèches les forces s'appliquant sur l'enfant. Je précise que seule la direction et le sens de la flèche importent car leur longueur n'ont aucun rapport avec l'intensité des forces. On fait un schéma basique ici. Alors tout d'abord nous avons le poids qui est une force perpendiculaire au sol, donc ici parallèle au mur, et se dirigeant vers le bas car le poids nous attire vers la terre. Ensuite nous avons cette corde tendue à laquelle l'enfant s'accroche fortement. Nous avons donc une force allant dans la direction de la corde et emportant l'enfant vers le point d'accroche. Et pour finir il y a le mur qui est solide, donc une force comme ceci est exercée par le mur sur l'enfant, quand l'enfant court sur le mur à cause des impulsions données lors de la course. Je ne représente pas des forces négligeables telles que la force de l'air sur l'enfant qui surchargerait inutilement le schéma, et le schéma est en deux dimensions car le déplacement en profondeur ne nous intéresse pas de toute manière. Alors, vous voyez le problème? À la limite, je veux bien que la gravité soit compensée, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai même pas besoin de parler de la norme de ces forces pour remarquer que quelque chose cloche. Si on somme tous ces vecteurs, avec des vecteurs allant en haut, en bas et à droite, ce qui est sûr, c'est que le vecteur somme pointera vers la droite. Or, entre le début de l'escalade du mur et l'atterrissage en haut du mur, l'enfant est globalement allé à gauche, alors qu'il va constamment à droite. Ça n'a aucun putain de sens. Comment voulez-vous que je stresse pour les personnages à la moindre difficulté si je sais qu'ils déjouent les lois de la physique les plus fondamentales, que vous pouvez vous-même expérimenter chez vous? Enfin non, je ne vous le conseille pas. À partir de là, leurs réflexions deviennent inutiles, puisqu'ils peuvent forcer n'importe comment une situation à se débloquer. Pour ce qui est de la notion de danger, nous avons des démons présentés comme des êtres extrêmement dangereux et aux capacités physiques très avantageuses, auxquels il sera très difficile d'échapper, et non mais regardez-moi ça, le truc est pas dangereux pour un sou, il arrive même pas à rattraper des gamins de moins de 12 ans. Et eux, ils sont plus de 5 à poursuivre un seul gamin de moins de 12 ans, tout en ayant la forme d'un chien qui a donc tout ce qu'il faut pour être déjà plus rapide qu'un humain adulte. Et regardez le temps qu'ils mettent pour le rattraper. Ils sont faits pour ça, car même celui qui est trop rapide pour qu'on le voie se déplacer, les laisse aller chasser sans lui, car ils sont sans doute plus rapides que lui. Comment voulez-vous avoir peur de ça? Ils sont plus lents que des arbres. Oui, des arbres. Ah non, pas tant que ça finalement. Il n'empêche que les plus grands dangers jusque-là ont été les gardiennes de l'orphelinat, qui sont des femmes humaines en robe. Ah, regardez-moi ça, enfin des choses plus fortes physiquement que des gamins de moins de 12 ans. Plus de 5 minutes après. Attends quoi? Comment ça, plus de 5 minutes pour rattraper moins d'un mètre? Oh mon dieu, un rocher qu'un gamin a escaladé devant moi à moins d'un mètre de moi. Il est trop fort, je ne pourrai jamais faire de même. Bonjour, moi j'escalade un mur de 3 mètres sans préparation. Alors, on est nul? Bon, donc si j'ai bien compris, ça correspond à environ 3 minutes, vu ses estimations et qu'elle est sur le point de le rattraper, et qu'à la case d'avant, ils avaient l'air de faire la course-poursuite. Donc ici, ça fait aussi environ 3 minutes, ce qui expliquerait comment Emma a le temps de courir jusqu'à l'allumette avant qu'elle n'ait fait la moitié de son parcours entre la main de Ray et le sol, donc environ 50 cm. Par un calcul simple, on trouve que l'allumette a approximativement mis 0,4 secondes pour atteindre la position à laquelle Emma l'a attrapée, car Ray lâche l'allumette juste en dessous de sa tête qui mesure environ 25 cm, donc à environ 1m20 du sol, car Ray devrait mesurer environ 1m45 à 12 ans. Sachant qu'elle était éloignée d'environ 2 longueurs de bras et qu'elle n'a pas bougé depuis qu'il lui a donné le livre, on sait qu'elle est à environ 1 mètre de Ray. En utilisant un simple théorème de Pythagore niveau collège, on sait qu'elle avait environ 1m12 à parcourir en environ 0,4 secondes. Donc en passant outre son temps de réaction d'enfant de 12 ans en lui donnant un très bon temps de réaction d'une personne très attentive et non paralysée par la peur, et ne devant pas viser la petite allumette, c'est-à-dire un temps de réaction de 0,2 secondes, et le faisant gagner 12 cm, donc en étant très gentil avec elle, car elle y était préparée, elle avait quand même une vitesse d'approximativement 5 mètres par seconde. Or, la vitesse moyenne d'un enfant de 12 ans au bout de 10 mètres, donc pas à l'arrêt, ou presque, est d'environ 4,5 mètres par seconde, donc bien inférieure à la vitesse qu'aurait dû avoir Emma sur tout le trajet, voire bien plus à certains endroits car elle part quasiment à l'arrêt. Donc comme je disais, le tout devient cohérent et possible si le passage ici entre les deux cases dure environ 3 minutes, comme quand Sister Crone pour chasser Norman. En effet, même si on enlève toute notre gentillesse de tout à l'heure, Emma n'aurait qu'à être en moyenne à environ 0,6 cm par seconde, donc environ 22 mètres à l'heure.
pour que ça soit plus représentatif, soit environ 2 fois moins rapide qu'un escargot. Là, je pense qu'elle a le temps de s'opérer. Mais dans ce cas-là, vous comprenez bien que la gravité en prend un coup et qu'ils ne subissent pas la même gravité que nous, là où ils posaient les pieds. Oh wait... Non, je déconne, il n'y a rien de spécial dans le déplacement des objets ou des êtres vivants dans la vie quotidienne, ni de différence de morphologie notable des humains due à une acclimatation. Au final, la tension est ratée au sein de l'œuvre, car les obstacles physiques sont constamment ridiculisés. Et vous avez sans doute remarqué là où je voulais en venir, les obstacles mentaux ont eux aussi un gros défaut. Deuxième gros défaut de The Promised Neverland, le simulacre de jeu d'échecs grandeur nature. Ce simulacre n'était pas nécessaire et était là pour qu'on soit impressionné par l'intelligence infinie des personnages, mais au final, cela décrédibilise l'œuvre où on voit des gamins jouer à Sherlock Holmes. Et quand je dis des gamins, j'y inclus aussi Mama et Sister. Sans compter tous les moments où on voit les différentes stratégies sur un plateau d'échecs pour des événements inutiles ou bien qui sont incompréhensibles tels qu'ils sont montrés, ou encore le moment où Norman nous précise directement que c'est une partie d'échecs grandeur nature. Le véritable problème qui se retrouve à l'état brut dans ces scènes-là est que les auteurs font croire qu'il y a des mind games de l'infini, pas en nous les montrant mais en nous le spécifiant. Preuve qu'il n'y en a pas vraiment. Les auteurs ressentent le besoin de bien choisir leurs mots pour nous faire comprendre par le biais des dialogues des personnages que des stratégies de malades ont été mises en place alors que si ça avait été bien fait, ils n'auraient pas eu besoin de nous le faire comprendre. On l'aurait tout simplement constaté par le biais de leurs actions. Qu'on soit bien d'accord, je ne reproche pas ici que les stratégies ont l'air plausibles et qu'elles ne sont pas grandiloquentes et infiniment complexes, avec des retournements de situation à gogo, avec des personnages qui prévoient le futur précisément, et des personnages qui ont un milliard de coups d'avance sur les autres à tel point que ça en devienne risible. Non, ce que je reproche ici aux auteurs, c'est de faire constamment répéter aux personnages la deuxième chose que j'ai dite, et qui devient paradoxalement idiot, alors que ça se veut surintelligent, parce que du coup, les stratégies simples et efficaces qu'ils créent auxquelles tu crois se transforment au final, avec ces dialogues de rajout, en un nanar tout le temps dans l'exagération. En effet, je vais vous faire part de 2 exemples de scènes qui m'ont fait le plus rire, en plus de tous les passages que je vous ai déjà montrés à propos de l'aide des auteurs à notre impressionnement des réflexions de l'œuvre. En premier, nous avons un passage avec notre Sister Crown adorée. Et oui, le retour tant attendu de cette maladroite. Ici, je voulais cibler la scène où les enfants vont chercher des informations dans sa chambre et préparent tout un plan pour récolter des informations sans que Sister Crown puisse avoir des preuves qu'ils connaissent le poteau rose. Sauf qu'ils ont pensé à tout, sauf à la possibilité qu'elle utilise tout simplement un dispositif d'écoute qui enregistrerait leur discussion, ce qui constituerait une preuve largement suffisante. Et me dites pas qu'ils n'en ont jamais vu dans leur baraque. Je rappelle aussi qu'ils ont deviné qu'une puce logée dans le lobe de l'oreille gauche les géolocalisait sur le radar de Mama, donc je pense qu'un simple dispositif d'écoute était à leur portée. Mais fort heureusement, Sister Crown n'a rien utilisé de tel. Et je rappelle aussi que même si Sister Crown n'avait sans doute en aucun cas la possibilité de s'en procurer, les enfants, eux, n'en savent rien. Donc les auteurs nous font tout un setup de préparation pour cette scène et reviennent même plus tard dessus alors que tout aurait pu être déjoué facilement dès le départ. Donc tout le monde répète qu'ils se sont préparés bien à l'avance et qu'ils y ont beaucoup réfléchi alors qu'ils n'ont même pas pensé à quelque chose de si simple. Et pour les idiots qui veulent se sentir intelligents à trouver des contre-exemples qui ne parlent même pas de l'exemple, oui, ça aurait rien changé au final, mais les gamins se seraient quand même énormément sentis sous pression. Le deuxième est le meilleur. Cette fois-ci, on nous montre que les gamins sont largement au-dessus, qu'ils ont un plan béton, mais que Mama prépare quelque chose en réponse en les envoyant faire des corvées ménagères en attendant. Puis on nous dévoile enfin sa stratégie de contre, en nous rabâchant en boucle avec Norman que c'est du pur génie et que tout est fichu à cause de cette stratégie. Stratégie de compte qui est de prendre un nouveau gamin de 1 an plutôt que prévu et d'embaucher une sister qui sert juste à la faire chier. Alors il y a eu des stratégies plus impressionnantes dans l'œuvre. Et là vous voyez Norman dire « Elle nous a bien eu ». Mais bien eu de quoi? Dans leur tête et sans prendre en compte ce qu'apportait au final tout ça, c'est-à-dire rien, le gamin de 1 an supplémentaire ne change rien à la donne, vu que c'est juste une personne supplémentaire et que de toute manière Mama avait déjà des gamins de 1 an à disposition pour les porter constamment dans les bras, donc c'était de base fichu pour les gamins de 1 an. Et pour ce qui est de Sister Crown, il n'y avait rien besoin de faire croire à qui que ce soit, chose qui est sous-entendue par ce « elle nous a bien eu ». En soi, elle pouvait arriver n'importe quand, même sans chambre de prête pour elle. Donc c'est encore une ligne de dialogue superflue qui fait plus rire que nous faire nous rendre compte de l'intelligence de Mama. Et petit bonus, on est bien d'accord que Mama est humaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Dans ce cas-là, elle doit bien dormir. Sachant qu'elle est éveillée toute la journée, cela doit être la nuit. Donc à quoi rime toute cette mascarade à vouloir attirer son attention sur eux, pour ensuite détourner son attention sur autre chose? Ils auraient juste pu partir à tâtons avec la clé de Sister Crown pendant que Mama dormait, ou soit ils sont accros au stress de la course-poursuite à force de jouer au loup. Et me dites pas qu'elle a arrêté de dormir les derniers jours pour mieux les surveiller. Je vous rappelle qu'ils sont dans le même statu quo depuis environ 2 mois. Ne me dites pas qu'elle a pas fermé l'œil de la nuit pendant 2 mois, ça se verrait, non? Pour conclure, quand de bonnes idées deviennent des blagues, pendant qu'on essaie de t'immerger dans un climat de tension, ça ne peut être qu'un gros défaut à mes yeux. Troisième gros défaut de The Promised Neverland. Ce ne sont pas des universitaires. Alors que cache cette phrase mystérieuse? Faisons encore une fois table rase des défauts précédents pour bien être sûr que celui-ci est un gros défaut qui empêche mon plaisir de lecture. Donc partons du principe que les gamins sont bien les génies qu'on nous vend et que les preuves de ceux-ci sont bien amenées. Dans ce cas-là, il faudra m'expliquer une chose. Comment ça se fait que des gamins de moins de 12 ans sont aussi intelligents?
Retraçons ce qu'on voit de leurs activités. Alors déjà, ils dorment, mais je ne pense pas que ce soit là qu'ils puisent leur intelligence, sinon je serais déjà un génie à l'heure qu'il est. Pareil pour la nourriture, il ne reste donc que les batteries de test et le loup. Et le problème est que les auteurs et moi on n'est pas d'accord. Moi je dirais que la seule activité plausible pour développer une telle intelligence serait le loup. Et encore, c'est des gamins de moins de 12 ans, et donc il faut déjà avoir l'envie de réfléchir à la raison pour laquelle on est moins fort qu'un autre. Or, aucun adulte ne joue avec eux, donc de base ils n'ont aucun exemple pour pouvoir se développer par mimétisme. Donc si des fois ils venaient par hasard à se demander pourquoi cet autre gamin est meilleur qu'eux, la réponse serait que le bon Dieu l'a mieux fourni physiquement. Donc dans tous les cas ça cloche. Mais les auteurs me proposent une autre solution, les batteries de tests quotidiennes. Et je vais vous expliquer rapidement et simplement en quoi c'est du foutage de gueule et que les auteurs n'ont sûrement jamais été dans de grandes écoles ou même n'ont jamais appris quoi que ce soit de complexe. D'où ce ne sont pas des universitaires. Alors, les batteries de tests sont composées de diverses questions complexes sous la forme de QCM il me semble, vu qu'ils travaillent sur du tactile et qu'ils obtiennent leurs résultats directement après avoir fini l'épreuve. Maman la feignasse. Et pour chaque question, les enfants, parce que je ne peux pas appeler ça des élèves, ont 10 secondes pour répondre. Donc on va décortiquer tout ça, qui est censé amener le cerveau à maturité et à l'excellence pour pouvoir servir d'excellents plats aux démons, bien que je ne vois pas en quoi le cerveau d'un génie serait meilleur au goût que le cerveau d'un abruti. Mais on va accepter ça parce qu'on ne sait rien des démons et de comment leur organisme fonctionne, donc pourquoi pas. Bon, je vais commencer par vous avouer qu'il y a des réponses auxquelles eux savent répondre en moins de 10 secondes alors que moi je n'aurais eu aucune piste. Il doit sans doute y en avoir un paquet comme ça. Je n'ai aucun doute sur le fait que j'aurais eu un des pires résultats de tous ces gamins, alors même qu'il y a des dérivés qui sont largement de mon niveau et beaucoup trop difficiles pour un gamin de moins de 12 ans, même si j'imagine que ce sont des dérivés de fonctions hyper chiantes impossibles à trouver en moins de 10 secondes. Et pourtant, j'aurais beau être un des plus nuls du groupe, je serais sans aucun doute le plus intelligent. Ah, ça t'embouche un coin, hein. Si oui, alors t'es un gamin et je vais m'empresser de te réveiller. Ces batteries de tests leur apprennent à avoir des automatismes, et non à réfléchir. En effet, de ce qu'on voit, tout porte sur du calcul, des estimations ou bien de la visualisation. Or, tout ceci ne demande aucune raison, seulement de l'instinct. De plus, ils n'ont à chaque fois que 10 secondes pour répondre. Cela ne leur laisse pas le temps d'entreprendre une réflexion complexe. Tout ce qu'il leur reste, c'est de faire au pif au début, et vu qu'il n'y a personne pour apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, et que de toute manière il n'y a rien à apprendre, ils vont juste retenter jusqu'à ce que ça passe plus ou moins, et que leur cerveau fasse donc automatiquement des corrélations et des comparaisons avec les précédents tests. Car même s'ils sont tous différents, ils possèdent les mêmes types d'exercices, pouvant être comparés entre eux naturellement sans avoir rien compris, tel que du calcul, des estimations et de la visualisation. Et c'est pour cette raison que ces batteries de tests sont quotidiennes. Parce que pour que ça marche, il faut que notre cerveau emmagasine des tonnes et des tonnes d'informations. Bonjour à ceux qui apprennent par cœur, moi je n'ai jamais eu d'heure de boulot extrascolaire car j'ai cherché à comprendre. C'est pas tout à fait raccord avec les batteries de tests, mais c'est raccord dans le sens où ces enfants n'ont jamais cherché à comprendre. Pendant les batteries de test, ils ont 10 secondes. Au moment des résultats, il n'y a pas de professeur et entre chaque batterie de test, ils jouent, mangent, dorment ou font des travaux domestiques. Et des enfants n'ayant jamais réfléchi parce qu'on ne leur a jamais appris, ne pourront jamais être intelligents. Ils pourront tout au plus avoir des automatismes. Et si leur prouesse était en lien avec les automatismes qu'ils ont acquis, j'aurais accepté. Mais si on me vend des enfants étant devenus des génies par la volonté divine, bien qu'ils soient croyants, je refuse catégoriquement. Et vous pourrez me rétorquer qu'on n'a tout simplement pas vu les moments entre les batteries de test où Mama leur aurait inculqué cette manière de réfléchir, comme quand on la voit jouer contre eux aux échecs, mais ça, je ne l'ai pas vu, ou trop peu. Et on arrive là au dernier gros défaut de The Promised Neverland. Je m'autorise un lien entre ces deux gros défauts, contrairement à ce que j'avais dit, car je considère que les auteurs ont de toute manière officialisé que leur intelligence venait des nombreuses batteries de tests qu'ils faisaient. Et de toute manière, à quoi ça sert que les démons les mettent en place si elles ne servent à rien? Donc, du génie sans raison est un gros défaut. On le constate bien avec ce bel oxymore. Et au final, je montre dans cette partie que je suis plus intelligent que des génies, hein. Donc je suis un génie. Oh mon dieu, tout est lié. Comment ça se fait que des gamins de moins de 12 ans sont aussi intelligents? Retraçons ce qu'on voit de leurs activités. Alors déjà, ils dorment, mais je ne pense pas que ce soit là qu'ils puisent leur intelligence, sinon je serais déjà un génie à l'heure qu'il est. Je montre dans cette partie que je suis plus intelligent que des génies, hein. Donc je suis un génie. On est bien d'accord que Mama est humaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Dans ce cas-là, elle doit bien dormir. Ne me dites pas qu'elle a pas fermé l'œil de la nuit pendant 2 mois, ça se verrait, non? Stratégie de compte qui est de prendre un nouveau gamin de 1 an plutôt que prévu et d'embaucher une sister qui sert juste à la faire chier. Mama est vraiment stupide. Le sommeil... c'était donc ça qui rendait intelligent? Dormez, ça ne sert à rien de travailler jusqu'à des heures tardives. Ouais mais attends, j'avais jamais sorti la dernière phrase avant. C'est pour que le flashback soit plus classe, et puis de toute façon personne n'aura remarqué. Ah maintenant si, hein. Quatrième gros défaut de The Promised Neverland, l'introduction. Je vais essayer d'être concis pour ne pas être trop long et ne pas m'éparpiller, car j'aurai beaucoup de choses à redire dessus. Le problème dans cette introduction est qu'on ne nous laisse pas le temps de s'attacher à Mama. Pour que la fin du premier chapitre soit impactant, les auteurs auraient dû nous montrer entièrement la vie quotidienne des mioches et ce sur plusieurs jours, sous la forme d'un slice of life si vous voulez.
Comme ça, on aurait nous-mêmes été dans les mêmes dispositions que les personnages au bout d'une dizaine de chapitres. Et les personnages sont assez attachants et différents entre eux pour que ça puisse nous tenir en haleine. D'autant plus qu'ils auraient du coup pu nous introduire à des activités de réflexion où on voit Mama toujours avoir largement le dessus et où elle explique ensuite en quoi elle avait le dessus. Et cela aurait pu former les bases de la suite où on aurait pu faire de vrais parallèles avec le passé. Mais ces problèmes ne viennent pas de nulle part. À votre avis, pour quelle raison le premier chapitre dure une quarantaine de pages au lieu de l'habituelle vingtaine de pages? Tout simplement pour pouvoir y caser la révélation de fin. Et donc le plus gros défaut de The Promised Neverland vient à mon avis plus du système d'édition pourri et de nos mentalités de consommateurs idiotes que des auteurs qui, je pense, auraient bien voulu faire ce que j'ai dit. Mais les auteurs ont quand même casé leurs problématiques sans avoir pu y mettre la source. En effet, tous les enfants adorent Mama et disent qu'elle est super gentille, ce qui renforce le choc d'apprendre qu'elle les emmène en pâture aux démons. Moi, tout ce que je vois dans le premier chapitre, c'est à tout casser 5 lignes de dialogue de sa part, dont le fait de donner des corvées ménagères aux enfants. Alors ça c'est après la révélation, mais elle est toujours dans son rôle. Ou encore ne féliciter que ceux ayant obtenu la note maximale à un des types du test, en ignorant tous les autres. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'appelle ça connasse. Après, il doit y avoir 2 lignes de dialogue où elle sort des phrases totalement clichés pour dire qu'elle aime les enfants, mais ça ne m'atteint pas une seule seconde, et ça apparaît trop peu, et ça n'apparaît presque plus après la révélation. Les auteurs n'ont pas le temps de bien nous introduire à l'univers, et cette précipitation est due au système éditorial qui fait que l'œuvre doit directement accrocher le lecteur, d'où l'obligation de mettre cette grosse révélation au bout de seulement une quarantaine de pages. Et ce système éditorial est dû à deux choses. La première est la fainéantise du lecteur moyen qui n'est pas assez curieux, et la deuxième est l'argent. Et la triste réalité est que The Promised Neverland aurait été bien meilleur sans tous ses gros défauts, mais qu'il aurait bien moins marché. Et je comprends tout à fait les choix qui ont été faits suite à la compréhension de ce paradoxe. Seulement, cela m'attriste que les lecteurs soient aussi prévisibles, car cela oblige les éditeurs et même les créateurs à ne pas vouloir prendre de risques. Et j'en ai marre de ne pas être surpris. Et voilà, c'est le clap de fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait un peu ouvert les yeux sur certaines choses qui me sont chères, ou au moins qu'elle vous ait diverti. Je précise que je ne donne pas mon avis brut sur l'œuvre dans cette vidéo, donc rien ne sert de le contester dans les commentaires, car je ne parle pas de mon avis général ici. Si vous voulez écouter mon avis sur d'autres œuvres, allez voir mes PT vides, où je donne mon avis d'une manière inédite sur YouTube.